Bien, nous nous retrouvons donc pour cette dernière partie des rendez-vous majeurs, une journée très riche, très passionnante. Enfin, vous avez été nombreux à nous suivre au travers des trois plateaux avec de nombreux intervenants, de nombreux échanges et nous vous en remercions encore et toujours. Alors, mes intervenants pour cette plénière de clôture, Monsieur Yves Blin, donc vous êtes président d'Amaris et député du Rhône, vous étiez là ce matin, donc c'est un peu la boucle qui se boucle. Mais peut-être pour celles et ceux qui n'ont pas pu assister à l'entièreté de la journée, voilà, il me semblait quand même important de vous présenter. Et à ma droite, Monsieur Raymond Cointe, vous êtes directeur général de l'INERIS. Effectivement, l'INERIS, il y a eu de nombreux intervenants et vous êtes aussi un, un acteur qui a conçu et coélaboré cet événement avec l'ensemble des partenaires. Alors, peut-être, Monsieur Blin, première question, parce que je sais que vous avez assisté à l'ensemble des débats. Quelles leçons tirer de cette journée passionnante? D'abord, adresser un remerciement au public, parce que on a bien sûr une petite jauge permanente de ceux qui sont connectés, et finalement, on a pu constater une attention soutenue. Je vous avais dit ce matin en ouverture que nous avions 822 inscrits, et bien on a observé entre 600, 700 connexions à peu près permanentes, avec des pointes même à près de 1000 sur des sujets qui sont peut-être plus grand public que d'autres, donc un intérêt soutenu d'une communauté qui est composite, mais d'une certaine façon, dont la multiplicité des intervenants aux tables rondes montrait bien à quel point c'est un sujet complexe, c'est un sujet qui nécessite d'allier beaucoup de compétences variées, et pour lequel, en tout cas, Amaris, qui réunit les élus locaux, doit avoir le souci constant de la recherche de la simplicité. On ne doit pas se laisser piéger par la complexité. On ne doit pas, quand on est élu local, chercher à comprendre, à tout savoir. Ce n'est pas notre rôle. Mais au bout du bout, quel est le message le plus simple possible qui fera que nos concitoyens comprennent, sachent et puissent facilement accepter qu'on leur propose ou qu'on leur demande d'observer tel ou tel comportement. Et c'est vraiment toute la question, je dirais, qui rend le sujet passionnant, quoi, hein. C'est comment, de cette espèce d'orchestre que l'on a vu se dérouler sous nos yeux pendant toute la journée, où chacun connaît un instrument de façon approfondie, parfaite, eh bien, comment de cette multiplicité d'instruments, on retire une musique qui est agréable, facilement perceptible et compréhensible par tous. Et c'est un petit peu ça l'enjeu que l'on a eu au travers d'une multitude d'ateliers à traiter. Et il semble que c'est plutôt réussi, au vu du nombre de connexions que vous évoquiez. La musique a été acceptée et bien entendue par le public. J'ai l'impression. J'ai l'impression aussi. J'ai l'impression. Du coup, et sur les différents... Est-ce que vous avez un thème particulier que vous avez retenu et qui vous semble particulièrement important de mettre en valeur sur toutes les thématiques? Un thème, Difficile, hein. ce serait bien difficile à, bien Mais de difficile votre à, avis, quelque chose qui vous a particulièrement plu, peut-être? c'est bien difficile à réduire. Non, je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés. Clairement, ce que cette journée met en valeur, mais c'est pas la première, c'est à quel point il est essentiel que chacun des niveaux de décision, qui doit approfondir sa propre science, sa propre technique, doit être capable à un moment de travailler, collaborer intelligemment avec les autres, et je dirais d'une certaine façon de dégager ce qui va surplomber l'ensemble pour en sortir des messages simples en direction du grand public. C'est toute la difficulté de l'exercice, hein. Quand vous mangez un carré de chocolat, vous ne vous posez pas la question de savoir quelle est l'usine et quel est le process industriel par lequel il a été fabriqué et qui fait qu'il aboutit dans votre assiette et que c'est bon. Mm. Ben, c'est exactement la même chose. Comment arriver au terme d'un process qui est compliqué, qui met en œuvre beaucoup d'acteurs, à délivrer quelque chose de simple. Et justement, on l'a vu qu'il y a de nombreux partenaires, de nombreux acteurs qui nécessitent une mise en musique, une intelligence collective. Et justement, Monsieur Cointe, on l'a vu, mais peut-être préciser en quoi ce besoin d'un collectif, d'une mise en musique est essentiel pour régler ou être toujours dans une logique d'amélioration et de recherche d'amélioration de la problématique des risques majeurs.
Oui, merci de la question. C'est aussi pour moi un challenge d'intervenir après Yves Blin qui a rappelé l'importance d'avoir un discours simple et compréhensible. Et voilà, généralement, ce n'est pas forcément le fort des experts d'avoir un discours simple et compréhensible. Je vais essayer quand même de dire quelques mots. Justement, peut-être, puisqu'on parle du collectif, je crois que c'est important de noter qu'il y a un certain nombre de caractéristiques de l'accident majeur, et peut-être qu'une des premières caractéristiques, justement, c'est que sa prévention ou sa maîtrise ne se limite pas à des sujets d'ingénieur. Et je le dis d'autant plus librement que je suis moi-même ingénieur et que, de fait, l'INERIS, c'est plutôt une histoire de maison d'ingénieurs, d'abord parce que le facteur humain intervient dans la quasi-totalité des cas. Yves Blin a rappelé la nécessité d'avoir un discours simple. Moi, c'est quelque chose que je rappelle régulièrement à mes équipes, et je crois que des partenariats, comme en l'occurrence nous en avons maintenant depuis de longues années avec Amaris, avec les élus locaux, avec d'autres acteurs de la société, c'est extrêmement important pour confronter nos ingénieurs aux réalités concrètes auxquelles ils sont confrontés. Ensuite, évidemment, les conséquences d'un accident majeur, elles peuvent être très larges. Donc, l'exploitant d'une installation à risque, il est évidemment le premier acteur de la maîtrise des risques majeurs, d'abord parce qu'il connaît les technologies ou les procédés qu'il met en œuvre, ensuite parce que bien sûr c'est lui qui a la responsabilité de son exploitation, mais je crois qu'il faut bien avoir en tête, et les débats aujourd'hui l'ont bien rappelé, que d'une part cette responsabilité ne porte pas que sur des choix techniques, et d'autre part que la maîtrise des risques doit impliquer un collectif au sein de l'entreprise évidemment, mais aussi bien au-delà de l'entreprise. Je crois qu'on est dans une situation, notamment en France et en Europe, où il est évident que compte tenu de notre histoire industrielle, compte tenu de notre densité démographique, les lieux de vie et les activités industrielles continuent de coexister dans bien des endroits, malgré les efforts qui ont pu être faits depuis de nombreuses années, en l'occurrence, pour maîtriser l'urbanisation autour des sites dangereux. Donc, je crois qu'il ne serait pas réaliste de penser que dans notre pays, on pourra déménager les installations à risque ou relocaliser les industries dans la campagne et loin des villes. Ça montre bien qu'il faut que l'État, les collectivités locales, les associations, mais aussi tous les citoyens sont concernés par à la fois la maîtrise des risques et puis la manière de gérer un éventuel incident ou accident. Et ils sont donc parfaitement légitimes non seulement à être associés à la discussion, mais aussi à participer à la décision. Et notre rôle à l'INERIS, alors il est parfois compliqué, comme celui des autres experts. En tant qu'expert indépendant, c'est, je crois, d'éclairer, c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui en participant aux tables rondes, c'est d'éclairer les décisions par nos recherches, par nos connaissances, par notre expertise, avec notamment un point qui est, je crois, l'accident de Lubrizol l'a bien montré, qui est particulièrement délicat. C'est aussi notre rôle de préciser ce qui relève de choses qu'on connaît, parce qu'il y a un certain nombre d'expertises ou de certitudes scientifiques qui existent, et puis de choses que malheureusement on ne connaît pas encore, parce qu'il y a encore de nombreuses incertitudes. Voilà, donc ce qui me semble faire l'intérêt d'un événement comme les rendez-vous majeurs aujourd'hui, c'est bien de réunir tous ces acteurs, d'avoir ces discussions. On l'a bien vu aussi dans le cadre d'une autre crise qui est la crise sanitaire. Nous avons un contexte particulier avec une méfiance aussi bien à l'égard de la parole scientifique que de la parole publique, de la parole des décideurs en général. Et je crois que c'est très très important qu'on puisse avoir ces échanges, et qu'on puisse avoir ces échanges autrement que par des échanges lapidaires sur les réseaux sociaux. Voilà, donc je ne peux de ce point de vue que me féliciter de cette journée, puis souhaiter que cette expérience puisse se renouveler bientôt, alors peut-être dans des conditions encore plus favorables aux échanges, pour que nous puissions, y compris pendant les pauses café, interagir. Alors justement, nous clôturons cette journée, mais ce n'est que pour mieux s'ouvrir et se projeter vers l'avenir. Monsieur Blin, excusez-moi, quels sont les chantiers à venir pour vous? Il y en a de plusieurs ordres. Le tout premier, c'est déjà d'achever celui qui est en cours,
Les plans de prévention des risques technologiques qui, pour l'État, pour les élus locaux et pour les habitants, sont évidemment un outil extrêmement important de sécurité, de protection. Eh bien, c'est pas fini. Il y a encore du job. Et je crois qu'on a passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à lever tous les obstacles financiers, techniques, pour faire en sorte que, par exemple, ceux qui habitent à proximité des installations industrielles puissent se protéger. Et ce dont on se rend compte, c'est que ça ne suffit pas. Et qu'il faut encore qu'on fasse des efforts supplémentaires, nouveaux, élus locaux en particulier, pour former les entreprises, avoir des bureaux d'études, et surtout convaincre les habitants qu'il faut juste qu'ils fassent, quoi, que c'est bien pour eux, ça leur coûte rien, il faut que, mais on peut pas se mettre à leur place. Hein. Donc on a, je dirais, un travail encore de finition et qui n'est pas des moindres pour mettre en œuvre les plans de prévention des risques technologiques. La deuxième chose, selon moi, quand on parle de culture du risque, c'est peut-être accentuer un effort de formation des élus locaux pour que cette préoccupation-là soit intégrée dans leur raisonnement et dans leur projet d'aménagement plus naturellement. On a encore des situations où on voit quid des situations de création d'infrastructures, de transport en commun, de trucs comme ça, où on n'a pas pensé, puis bon, tout d'un coup, on va buter sur le sujet, quoi. Il faut que les ingénieurs des collectivités territoriales, il faut que les élus intègrent davantage cette question-là comme une des composantes à prendre en compte pour l'aménagement urbain. C'est indispensable pour la sécurité de nos concitoyens, que ce soit bien intégré dans la conception des aménagements, mais c'est aussi indispensable pour le bien-être des entreprises, pour qu'elles voisinent avec leur environnement sans être un facteur de gêne. Et si on anticipe bien avant leur présence, le fait qu'elles sont là et qu'il faut en tenir compte, ça participera, je dirais, de leur bien-être. Et c'est important. C'est important pour un industriel de savoir que la relation qu'il a avec son environnement est positive et que ce n'est pas simplement perçu comme un facteur de risque, mais c'est aussi une richesse du territoire. Le troisième élément, alors je l'ai entendu dans une table ronde dans la journée, ça m'a fait grandement plaisir. Continuons à être exigeants sur cette question de la sécurité, du dialogue avec les riverains, de l'intégration de l'activité industrielle dans la vie de la cité, dans la vie du bassin de vie. Et un des intervenants ce matin, c'était sur la table ronde qui parlait des plateformes industrielles, disait on n'y aurait pas cru au début, mais aujourd'hui, le travail qui a été fait sur les PPRT, qui a nécessité beaucoup d'investissements des industriels et de la collectivité, est un des facteurs de la compétitivité des plateformes françaises. Ah, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que on n'y aurait pas parié, je dirais. Quand on fait une grosse dépense, des gros investissements, on dit est-ce que je vais les rentabiliser en clair, quoi. Et aujourd'hui, la démonstration est faite que cet investissement sur la sécurité, sur le soin apporté à l'intégration de l'usine dans son environnement et au fait que les citoyens sont mis en sécurité, est perçu comme un avantage compétitif pour l'industrie. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Dernière chose, bien sûr, ça a été constant dans nos débats, la question de la culture du risque. J'avoue que j'aime pas trop le terme, parce que moi, j'ai pas envie d'être cultivé au sens être le balèze de la connaissance du risque, quoi. Enfin, voilà. Et puis, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Français qui aient très envie d'être cultivés à propos du risque industriel. Mais par contre, simplement se dire que moi, ça ne me gêne pas d'intégrer le fait que si j'habite à proximité d'une installation, j'ai 2-3 notions à connaître, à intégrer. C'est tout. J'ai pas besoin d'autre chose. C'est pour ça que j'aime pas trop le terme culture, parce qu'il fait référence à un approfondissement. Voilà. Je pense qu'on a besoin que nos concitoyens acquièrent quelques gestes réflexes et de la confiance. Et la confiance, il faut qu'on convienne que c'est pas, pour nous, c'est pas parler de soi
je ne sais pas comment le dire, quand il s'agit d'adresser un message à la population, par exemple, les gens ont plus confiance si c'est le pompier qui leur parle que si c'est le préfet. Pourtant, la vérité, elle sort de la bouche du préfet. Donc, il faut utiliser les bons médias et savoir s'oublier soi-même, parce qu'on a parfois plaisir à faire part de sa science ou simplement parce que c'est de notre responsabilité. Donc, il vaut mieux qu'on... Non, il faut qu'on sache privilégier les bons vecteurs. Et je pense que le choix qu'a fait la ministre de l'Environnement, par exemple, de faire un appel à un journaliste de vulgarisation scientifique est pas sot sur ce plan-là, parce que peut-être que ça va donner des choses intéressantes sur la façon de bien passer des messages simples. On peut parler de culture, peut-être, pourquoi pas. Voilà. Dernier élément, enfin, dans les chantiers à venir, s'intéresser au post-accident, à la question des risques chroniques, des pollutions, ça a été évoqué également dans d'autres tables rondes. Pour Amaris, c'est un sujet qu'il va falloir traiter. Comment, pour les habitants, on rend mieux compte du traitement des risques chroniques. Quand on a un Lubrizol avec une traînée de fumée sur plusieurs dizaines de kilomètres, des retombées de poussière, et donc de la suie sur les tables de jardin, etc. Il faut que les gens sachent ce que ça provoque chez eux, ce qu'il faut très concrètement, comment ces sujets-là sont traités. Voilà je dirais, les 4-5 sujets qui sont de notre actualité encore pour les mois et les années qui viennent. De beaux projets, de belles réflexions en perspective. Monsieur Cointe, peut-être la perception côté Ineris, justement, des chantiers à venir? Oui, côté Ineris, alors d'abord redire que, comme ça a été évoqué tout à l'heure, nous avons beaucoup de nos experts qui ont pu participer aux travaux, aux ateliers pendant toute la journée. Donc il y a beaucoup d'idées, beaucoup de projets qui ont été débattus. Donc je voulais juste dire que nous étions à l'Ineris à l'écoute et que, évidemment, on sera amené à regarder dans quelle mesure on pourrait contribuer à aider ou à apporter nos connaissances sur tel ou tel sujet. Voilà. Par contre, je voudrais peut-être, de manière plus générale, dire quelques mots sur les chantiers à venir de l'Ineris, sur les sujets d'intérêt des discussions d'aujourd'hui. Il a été effectivement beaucoup question la séance d'ouverture ce matin de l'accident de Lubrizol et de Normandie Logistique. Cédric Bourrier, le directeur général de la prévention des risques, a notamment été amené à présenter les grandes lignes du plan d'action du gouvernement. Voilà, juste mentionner que l'Ineris a été, en l'occurrence, mobilisé dès les premières heures de cet incendie pour appuyer les pouvoirs publics, mobilisation qui a d'ailleurs continué assez longtemps. En l'occurrence, nous nous apprêtons à continuer à travailler sur le sujet, puisque nous allons être amenés à tierce expertiser l'évaluation quantitative des risques sanitaires que le préfet a demandé aux exploitants de faire. Donc nous avons nous-mêmes mené notre retour d'expérience, qui a aussi alimenté le retour d'expérience dont Cédric Bourrier a parlé ce matin. Voilà, on a essayé de le faire de manière transparente, puisque pour ceux que ça intéresse, notre retour d'expérience est disponible sur notre site internet. Voilà, il y a pas mal d'actions, en l'occurrence, que nous allons engager, qui ont déjà en grande partie été évoquée par Cédric Bourrier ce matin. Nous allons être fortement mobilisés. Nous sommes déjà fortement mobilisés pour voir comment renforcer les moyens d'analyse des polluants auquel faisait référence Yves Blin à l'instant, voir comment améliorer les connaissances sur les substances qui sont émises dans ce type d'accident, voir aussi comment mieux évaluer et fournir des valeurs de référence sur les risques qui peuvent en résulter. Ça, ce sont des projets, je dirais, à court, moyen terme. Je voudrais aussi noter, puisque c'est quand même un volet important de notre activité, qu'il y a aussi des axes de recherche qui seront soit lancés, soit renforcés à l'Institut pour développer un certain nombre d'actions. Notamment, on a beaucoup parlé pendant l'accident, la crise de Lubrizol, des effets cocktails. Ça fait partie des sujets sur lesquels on a encore de nombreux défis scientifiques. Nous avons bien l'intention d'avancer à l'Ineris, alors évidemment pas seul, aussi un certain nombre de scientifiques avec lesquels on travaille sur ce sujet. J'en profite d'ailleurs pour remercier l'Agence nationale de la recherche qui a lancé un appel à projet suite à l'accident de Lubrizol et qui vient de
nous apporter un soutien sur 4 projets que nous allons lancer, sur des sujets aussi variables et divers que l'utilisation des drones pour la surveillance de la qualité de l'air autour d'un site industriel, ou l'utilisation de matériaux nouveaux pour la prévention des effets dominos. Donc je crois qu'il ne faut jamais oublier non plus, quand on parle d'accident, la recherche qu'il est nécessaire de faire en amont pour être prêt le jour où il doit se passer quelque chose. Voilà, en l'occurrence, c'est une des priorités que nous avons depuis quelques années maintenant à l'INERIS, malgré un contexte budgétaire toujours un peu compliqué, de maintenir cette capacité d'appui au pouvoir public. Voilà, nous avons eu la chance. Alors, je vais commencer à préparer la transition vers la clôture finale par la ministre. Voilà. Nous avons été confortés dans cette direction par la ministre, puisque nous avons signé avec elle, j'ai signé avec elle, et le président de notre conseil d'administration, le contrat qui nous lie à notre ministère de tutelle, le contrat d'objectifs pour la période 2021-2025 en fin d'année dernière. Voilà ce que je peux dire sur les quelques chantiers que nous avons devant nous. Peut-être rappeler, je vais juste faire un petit point d'histoire, nous fêtons presque jour pour jour les 75 ans de la nationalisation des mines et de la création de Charbonnages de France. Donc juste rappeler que ça fait 75 ans que, suite aux décisions du Conseil de la Résistance, il a été décidé de nationaliser les mines et, dans le cadre de cette nationalisation, de doter la nation d'une expertise publique forte sur le sujet de la sécurité industrielle, puisque l'INERIS, nous sommes les descendants du CERCHAR, qui était le centre de recherche des charbonnasses de France, créé donc il y a 75 ans, presque jour pour jour. Eh bien, bel anniversaire. Merci à tous les deux pour ces propos de conclusion. Effectivement, vous l'avez dit, Monsieur Cointe, Madame la ministre en charge de la transition écologique, Barbara Pompili, n'a pas pu être avec nous. Pour autant, elle a souhaité nous passer un petit message, nous faire un petit mot de clôture au travers d'une vidéo. Juste avant, peut-être quelques remerciements, quoique de nombreux remerciements. Tout d'abord à nos nombreux partenaires qui ont permis de construire cette journée, à tous les intervenants, tous les techniciens aussi qui œuvrent dans l'ombre, mais qui sont quand même précieux pour nous, animateurs aussi, à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris, bien sûr, et évidemment à vous, participants, sans qui cet événement n'aurait pas de sens, puisque c'est aussi avant tout pour vous que nous le faisons. Et comme l'a dit Monsieur Blin, vous avez été très nombreux à répondre présent, et je le redis, merci encore. Voilà. À très bientôt pour d'autres, ici ou là, pour d'autres réflexions, d'autres projets, d'autres partages et d'autres échanges. Et je vous propose tout de suite de découvrir la vidéo de Madame Pompili. Bonjour à toutes et à tous. Je ne pouvais malheureusement pas être en direct avec vous aujourd'hui, mais je tenais à vous adresser ce message. D'abord, pour saluer votre mobilisation, le travail d'Amaris et de l'INERIS pour l'organisation de cet événement. Parce que la crise sanitaire que nous vivons ne doit pas éclipser l'importance cruciale de la prévention des risques technologiques et tous les progrès que nous faisons et qu'il nous reste à faire. Et votre mobilisation compte pour beaucoup. L'accident de Lubrizol a laissé une marque profonde dans les esprits, mais il a surtout été l'occasion de lancer une nouvelle dynamique d'amélioration et de voir le chemin parcouru. Car les outils que nous avions mis en place ont évité le pire. Le PPRT de Lubrizol a fonctionné. Mais on ne peut pas s'en contenter. Et c'est pour cela que j'ai présenté en septembre dernier un plan d'action post-Lubrizol, pour en tirer toutes les leçons et pour continuer à nous améliorer. Alors aujourd'hui, nous avons 3 grands chantiers devant nous, 3 axes d'amélioration majeurs. D'abord, faire naître et essaimer une vraie culture du risque qui manque à notre pays. La France a besoin de cette culture du risque, de cette anticipation et de cette préparation de tous les acteurs industriels, élus, riverains, pour être prêts si un accident majeur devait se produire. Et je crois qu'un visage familier peut nous y aider. Et c'est pourquoi j'ai confié à Fred Courant, de C'est pas sorcier, le soin de conduire une mission sur ce sujet. Le deuxième chantier qui nous attend, c'est d'améliorer la transparence de l'action publique. Qu'il s'agisse du contrôle des sites comme du suivi des accidents, nos concitoyens l'exigent et ils ont raison. C'est pourquoi, dès l'année prochaine, l'inspection des installations classées publiera systématiquement en ligne ses rapports. C'est une petite révolution qui permettra à chacune, à chacun, de prendre connaissance en toute transparence de ce qui se fait, de ce qui pose problème et de ce qu'il reste à faire. Le troisième chantier qui nous occupe, c'est bien sûr de renforcer notre présence sur le terrain. Je sais que c'est une attente forte de l'ensemble des maires rassemblés au sein d'Amaris. Et ils savent
que mon ministère et ses agents répondront toujours présents à leur côté pour assurer à leur commune le plus haut niveau de sécurité possible. Les règles de sécurité n'ont de sens que si elles sont correctement mises en œuvre, et c'est le rôle de l'État d'être ce gendarme vigilant. C'est bien pourquoi je me suis engagée à une augmentation de 50% des contrôles sur le terrain. C'est bien pourquoi un bureau enquête accident dédié a vu le jour, comme il en existait déjà dans l'aviation ou les transports. Tout cela, c'est autant d'avancées pour la prévention des risques industriels, comme notre pays n'en avait pas connu depuis des années. Aujourd'hui, votre journée d'échange et de débat est l'occasion de poursuivre et d'amplifier notre mobilisation collective. Alors encore merci d'être présent pour ce premier rendez-vous majeur.